En décembre 1978, Littleton était une petite ville plutôt tranquille. C'était un matin d'hiver. Le sol était recouvert d'un manteau blanc et les gens s'apprêtaient à vaquer à leurs occupations habituelles, se promener dans le quartier, prendre leur voiture. Cette banlieue tranquille sert de ville dortoir à la métropole voisine de Denver. Les familles de Littleton vivent loin du tumulte de la vie citadine. Littleton compte environ 40 000 habitants. La ville est située au sud de Denver. On y trouve de très jolies maisons, pas très grosses, mais aux pelouses bien entretenues. C'est un endroit où il fait bon vivre. À Littleton, les habitants mènent une existence simple et tranquille, jouissant d'un faible taux de criminalité. En 1978, je crois qu'on a recensé 2 meurtres à Littleton et peut-être 3 ou 4 dans le comté. La criminalité y est relativement faible. Les quartiers sont très calmes. Parmi les familles qui vivent dans ce quartier sans histoire, Robert Spangler, sa femme Nancy, leur fils David et leur fille Susan. Tous les jours, Robert part travailler à la compagnie des eaux, tandis que Nancy reste à la maison pour s'occuper des enfants. D'après les voisins, les Spangler étaient une famille de Littleton, tout ce qu'il y a de plus normal. Les enfants étaient âgés de 15 et 17 ans. Le fils jouait de la guitare, la fille aimait passer du temps avec son copain, et je crois que Nancy préparait un diplôme tout en étant mère au foyer. 30 décembre. Cette image de famille parfaite est sur le point de voler en éclats. Nous sommes en milieu de matinée, la semaine entre Noël et le Nouvel An. La plupart des familles sont parties en vacances. Tim Trevetic, 16 ans, se rend chez les Spangler dans l'espoir de passer la journée avec Suzanne, sa petite amie. Tim avait rendu visite à Suzanne la nuit précédente. Il était parti tôt dans la matinée. Quand il s'est levé ce matin-là, il a appelé chez les Spangler, puis s'est rendu sur place, mais personne n'est venu lui ouvrir. Dans ces cas-là, il avait l'habitude de jeter des cailloux sur la fenêtre de Suzanne. Mais là non plus, pas de réponse. Tim s'est faufilé par la fenêtre de la buanderie, comme il avait l'habitude de le faire. Il est monté à l'étage, est entré dans la chambre de Suzanne et lui a crié de se réveiller. Comme la jeune fille ne réagissait pas, il l'a secouée en lui disant « Sue, Sue, réveille-toi ». Mais Suzanne Spangler ne dort pas. En se rapprochant d'elle, il comprend qu'elle est peut-être morte. Trevetic se rue dans la chambre de David pour lui demander de l'aide. Il se retourne et traverse le couloir pour se rendre dans la chambre du frère, David. Il trouve David à moitié hors du lit. Il y a du sang sur le sol autour de lui. Le petit ami de Suzanne panique et appelle la police. Les autorités du bureau du shérif du comté d'Arapahoe se rendent immédiatement sur les lieux et bouclent le périmètre. La scène de crime est tellement effroyable qu'elle en dépasse l'entendement. L'agresseur a tiré un unique coup de feu dans la poitrine de Suzanne. Le coup semble avoir été tiré à bonne distance et elle est sans doute morte relativement vite. David a lui aussi reçu une balle dans la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Une troisième scène particulièrement dérangeante attend les policiers au sous-sol. Le corps de Nancy Spangler, morte elle aussi à la suite d'un coup de feu. On a trouvé Nancy Spangler dans le sous-sol. Elle était assise, penchée sur la droite, devant une machine à écrire. On a trouvé le revolver non loin d'elle. Il y avait une machine à écrire sur la table et à l'intérieur, un mot. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit d'une lettre de suicide. Dans la lettre de suicide, Nancy explique ce qui s'est passé. Elle raconte qu'elle a trouvé l'arme par accident et qu'elle ignore pourquoi elle ne l'a jamais dit à son mari. Elle dit que son suicide était prémédité et qu'elle s'était disputée avec son mari pour savoir qui garderait les enfants. Dans la lettre, elle écrit « On dirait bien que c'est moi ». Le mot est signé de la lettre N, écrite à la main. Pour la police, cela ressemble à un double meurtre suivi d'un suicide.
Mais les enquêteurs du bureau du shérif du comté d'Arapahoe ne veulent écarter aucune possibilité. Sur une scène de crime, la plus grosse erreur qu'on puisse commettre, c'est de tirer des conclusions trop hâtives sans prendre le temps d'exploiter toutes les données à notre disposition et celles qui ont besoin d'être approfondies. Les enquêteurs photographient les 3 scènes de crime, recueillent minutieusement les indices et relèvent les empreintes sur la machine à écrire ainsi que sur l'arme supposée du crime, un revolver de calibre 38. Lorsqu'on photographie une scène de crime, les premiers clichés sont une vue d'ensemble. Puis on se rapproche de plus en plus pour se concentrer sur tous les détails qui pourraient avoir une importance dans l'affaire. Elle était penchée, une plaie par balle à la tête. Le revolver avait un canon de 5 cm. Il était situé à 1 ou 2 mètres de la victime. Ce qui, sans être extraordinaire, n'en est pas moins inhabituel. Plus tard dans l'après-midi, lorsque Robert Spengler rentre chez lui, des véhicules de police cernent les lieux. Et l'accès est barré par du ruban jaune. Sa maison s'est transformée en scène de crime. Bob est arrivé en fin d'après-midi. La police était en train de fouiller les lieux du crime. Quand on lui a dit ce qui s'était passé chez lui, il a eu l'air choqué. Bouleversé, Spengler confirme que l'arme supposée du crime, le revolver de calibre 38, lui appartient. Mais il déclare qu'il n'était pas chez lui au moment des meurtres. Ce qu'il raconte à la police fait apparaître la famille Spengler sous un tout autre jour. Ils se sont rencontrés jeunes. Ils viennent tous les deux d'Ames, dans l'Iowa. C'était la star de l'équipe de foot et elle, la reine du bal de promo. C'étaient de jeunes amoureux et ils se sont mariés tôt. D'après tous ceux qu'il connaissait, Robert Spengler était un chic type. Les gens le trouvaient charmant et sociable. Dans l'ensemble, ils pensaient que c'était un bon voisin et un bon père de famille. Un portrait bien différent de ce que le meurtre-suicide du 30 décembre laisse présumer. Les parents de Nancy et la plupart des membres de sa famille n'y ont jamais cru. Ça ne lui ressemblait pas. Elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants ni à elle-même. Et elle n'aimait pas les armes à feu, ça la rendait nerveuse. Pour eux, cette histoire ne tenait pas debout. Les agents du bureau du shérif interrogent Robert Spengler. Il avoue que lui et Nancy avaient des problèmes conjugaux. Ils s'étaient séparés pendant un moment et ils venaient de se remettre ensemble. Il avait une liaison avec une de ses collègues, Sharon Cooper, ce qui avait créé des tensions au sein du couple. Spengler savait que sa liaison avait gravement perturbé Nancy. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse commettre un tel acte. Spengler coopère pleinement avec la police. Il retrace son emploi du temps de la journée, étape par étape. Bob explique que lorsque lui et Nancy se sont levés ce matin-là, ils ont commencé à se disputer. Il a décidé de quitter la maison pendant 1 heure, 1 heure et demie pour se calmer les nerfs. Il a fait une balade en voiture en écoutant le match de football à la radio. Puis il est allé voir un film dans l'après-midi. Pour le bien de l'enquête, Spengler accepte de se soumettre au détecteur de mensonges, mais les résultats sont peu concluants. L'agent qui lui a fait passer le test a dit que Spengler était tellement tordu que ça faussait tous les résultats du détecteur de mensonges. Finalement, les enquêteurs inspectent le corps de Spengler à la recherche d'éventuels éléments de preuve. Nous recherchons tout signe indiquant que la personne a tenu un revolver, a tiré un coup de feu ou a touché l'arme après qu'elle a été utilisée. En général, les résultats mettent un peu de temps avant d'arriver. Au moins 1 journée, et parfois plus d'1 semaine. Les résidus de poudre sont envoyés au bureau d'investigation du Colorado pour une analyse complète. Pendant ce temps, la police met fin à l'interrogatoire de Spengler et le laisse partir. Mais l'accès à la scène de crime est toujours interdit. On m'a demandé d'héberger Spengler chez moi, car bien entendu, il ne pouvait pas aller et venir sur la scène de crime. Lorsque nous étions chez moi, il s'est montré étonnamment calme pour quelqu'un qui avait perdu toute sa famille plus tôt dans la journée. Le 3 janvier, le médecin légiste conclut un double meurtre-suicide.
Mais la police aura bientôt la preuve que Spengler en sait plus qu'il ne veut bien en dire. Nancy Spengler et ses enfants, Suzanne et David, ont été retrouvés tués par balle. La police conclut un double meurtre-suicide. Le père de famille, Robert Spengler, a été soumis au détecteur de mensonges, mais les résultats se sont avérés peu concluants. L'enquête prend un tour nouveau lorsque le bureau d'investigation du Colorado renvoie les résultats d'analyse des résidus de poudre. Ces derniers sont surprenants et troublants. Nous avons pratiqué des analyses sur Bob et sur Nancy afin de déterminer s'ils portaient des résidus de poudre. Pour Nancy, les résultats se sont révélés négatifs. Mais nous avons trouvé des résidus sur une des mains de Bob. Le 3 février, lors d'un interrogatoire complémentaire, Robert Spengler change sa version des faits. Un peu plus tard, Bob a expliqué pourquoi ses mains étaient couvertes de résidus de poudre. Il a dit qu'il était entré dans la maison, s'était rendu au sous-sol et avait trouvé Nancy le revolver à côté d'elle. Il a ramassé l'arme, s'est mis à reculer, comprenant ce qui s'était passé. Puis il a laissé tomber le revolver, tourné les talons et a quitté la maison. Pendant leur enquête, les policiers ont remarqué 2 traces de pneus distinctes sur la neige fraîchement tombée le jour du drame. Elles correspondent aux pneus de la voiture de Spengler. Cela vient appuyer sa nouvelle version des faits, selon laquelle il se serait rendu sur les lieux du crime, puis en serait reparti. Malgré les conclusions officielles, la famille de Nancy Stallman est convaincue de son innocence. Ils vont même plus loin et soupçonnent Robert Spengler d'en savoir plus qu'il ne le dit. Après la mort de Nancy et de ses enfants, la famille a vu Bob lors du service funéraire. Il s'était dépêché de faire incinérer les corps. Il est venu aux obsèques avec sa petite amie. Et il ressemblait à tout sauf à un homme frappé par le deuil de sa compagne et de ses enfants. La famille a trouvé ça suspect. Ce qui a le plus éveillé leurs soupçons, c'est une lettre que leur avait envoyée Nancy peu de temps avant de décéder. Dans cette lettre, elle parle de l'avenir. Elle semble très enthousiaste à l'idée de se réconcilier avec son mari. Rien à voir avec une personne déprimée qui envisage de se suicider. À l'annonce de cette horrible tragédie, la communauté très soudée de Littleton est sous le choc. Bien que de nombreux doutes subsistent au sein des habitants et de certains membres de la police, l'affaire est classée. La vie à Littleton reprend peu à peu son cours. Mais pour certains, il reste encore beaucoup trop de questions sans réponse, surtout en ce qui concerne Robert Spengler. Quand on m'a confié l'affaire, j'ai découvert qu'à l'exception de la lettre de suicide, toutes les pièces à conviction avaient été rendues à Bob Spengler, y compris le revolver. Pour moi, c'était très étrange. De son côté, Robert Spengler, veuf, met peu de temps à s'adapter à sa nouvelle vie. Après les meurtres, Bob Spengler s'est réinstallé dans la maison. Les voisins trouvaient ça très bizarre. Cet endroit avait été le théâtre de 3 meurtres. Qui pourrait avoir envie de retourner y vivre? Aux grandes dames des habitants du coin, Robert Spengler épouse son ancienne maîtresse, Sharon Cooper. Elle emménage dans la maison où la famille de Spengler a été sauvagement assassinée il y a tout juste quelques mois. Spengler a dit à la police qu'il n'éprouvait aucune difficulté à mettre le passé derrière lui, qu'il arrivait à mettre certaines choses dans un coin de sa tête et à aller de l'avant. Robert et Sharon partagent les mêmes passions. Le couple part souvent en randonnée dans les environs. Robert et Sharon adoraient les grands espaces. Ils aimaient beaucoup partir en randonnée, surtout dans le Grand Canyon. Sharon a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet qui a été très bien reçu. Elle était donc plutôt connue dans les environs. Le livre de Sharon, Le Grand Canyon à pied, est considéré comme un regard authentique sur les plaisirs et les dangers bien réels de la randonnée le long des pistes escarpées du canyon. Le Grand Canyon attire les routards et les randonneurs qui souhaitent vivre une expérience en plein air. C'est un endroit incroyable, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Les pistes sont très escarpées, il n'y a pas de garde-corps, de filet de sécurité ou autre. Chaque année, les rangers du Grand Canyon portent secours à des centaines de personnes, et il y a parfois des morts. Avec une nouvelle femme et 3 chiens, Spengler semble être sur un petit nuage.
Robert Spengler disait de Sharon que c'était la femme de sa vie. C'était sa seconde épouse et d'après lui, leur relation était unique. Ceux qui la connaissaient disaient que c'était quelqu'un de pétillant, de sociable. Elle était très différente de la première femme de Bob. Mais au bout de quelques années, des nuages viennent à nouveau assombrir la vie conjugale de Robert Spengler. Peu après la mort du père de Robert, Sharon sombre dans la dépression. Elle commence à comprendre certaines choses sur son mari, et c'est ce qui explique son comportement. En définitive, il semblerait que Robert Spengler n'ait pas beaucoup de chance avec les femmes, à moins que ce ne soient les femmes qui n'aient pas beaucoup de chance avec lui. Vers 1986, le bureau du shérif reçoit un appel paniqué de Sharon Spengler. Elle explique aux agents que son mari veut lui faire du mal. Les policiers se rendent sur place. Ils trouvent Sharon dans un placard, complètement paniquée. Ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Robert Spengler et Sharon divorcent. C'est la deuxième fois que le mariage de Spengler prend fin dans des conditions mystérieuses. Sharon Cooper quitte la maison et décide de partir de Littleton. Ce divorce coûte cher à Spengler. Il est obligé de retourner travailler afin de payer la pension alimentaire mensuelle et plus de 150 000 $ en actions et obligations. À 55 ans, Robert Spengler se retrouve une nouvelle fois célibataire. Mais il ne perd pas de temps pour se chercher une nouvelle compagne. Avec son charme et son charisme, ça ne prendra pas très longtemps. Robert Merlin Spengler était un vrai séducteur. Il était très doué avec les gens. C'était le genre de personne qui réussissait à vous charmer dès les premiers instants. On devenait vite amis avec lui. Ça faisait partie de sa personnalité. Spengler fait publier une petite annonce dans un hebdomadaire de Denver. Il reçoit alors une réponse de Donna Sandling, une comptable à la retraite de la ville voisine d'Evergreen, dans le Colorado. Donna était vraiment quelqu'un de bien. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider son prochain. Elle était très drôle, jamais une parole blessante. C'était quelqu'un de formidable. Donna et Robert Spengler, qui sort à peine d'un divorce, entament une idylle éclair. En août 1990, ils se marient. Spengler convainc Donna de s'installer avec lui dans la petite ville touristique de Durango. Mais l'histoire semble se répéter. Et leur mariage sera bientôt obscurci par une ombre menaçante. La première épouse de Spengler et leurs 2 enfants ont été tués par balle lors d'un double meurtre-suicide plus que suspect. Son second mariage s'est effondré avec à la clé un coûteux divorce. Loin d'être découragé, Spengler se marie à nouveau, cette fois avec Donna Sandling. Ils décident de commencer leur nouvelle vie dans la ville pittoresque de Durango. Durango est une ville de montagne typique du Colorado. Les gens y vivent parce qu'ils adorent les activités de plein air. Ils font du kayak pendant leur pause déjeuner, ils partent souvent en randonnée. La criminalité y est très faible. C'est une communauté très prospère, isolée du reste du monde mais entourée de magnifiques montagnes. Robert Spengler en est à son 3e mariage. Le couple participe activement à la vie de la communauté de Durango. Spengler arbitre même les matchs de football des parcs des environs pour la Ligue amateur. Donna donne des cours d'aérobic au club de gym de Durango. Et Robert se fait engager comme disc jockey par la station radio locale. Sur les ondes, sa personnalité lui permet de devenir une célébrité dans la région. Robert travaillait à mi-temps comme DJ pour une radio de musique country. Il était populaire, c'était un personnage débonnaire. Les gens l'aimaient et le reconnaissaient partout où il allait. Il était tout le temps ouvert et amical, il était très apprécié. Mais Robert Spengler protège sa vie privée avec acharnement. Quand on l'interroge sur son ancienne famille, il propose des versions différentes du drame. Au fil du temps, Robert s'est mis à raconter différentes histoires sur ce qui était arrivé à sa famille. Dans l'une d'entre elles, son fils se droguait et avait tué toute sa famille dans un accès de démence. Dans une autre version, ils avaient eu un accident de voiture. Robert était au volant et toute sa famille avait péri. Il a également raconté à certaines personnes que sa femme était devenue folle et qu'elle avait tué les enfants avant de se donner la mort.
En apparence, Robert et Donna sont heureux en ménage. Ils sont actifs et consacrent leur temps libre à des activités de plein air. Spengler met sa passion à profit en se faisant engager à mi-temps comme guide de randonnée dans le Grand Canyon. Mais Donna ne partage pas l'enthousiasme de son mari pour le Grand Canyon. Donna a toujours eu le vertige. Elle avait peur au sommet des immeubles. Elle n'aimait pas conduire le long d'une falaise. Ce genre de choses, quoi. Ça l'a toujours dérangée. Quand il partait en randonnée dans le canyon, il prenait toujours les pistes les plus faciles, là où la pente n'est pas trop escarpée. Comme ça, elle n'avait pas peur. Un jour, Donna arrête de suivre son mari en randonnée. Spengler devient distant et le couple commence à s'éloigner. Au printemps 1993, Donna sait que sa relation avec Robert Spengler est en danger. Malgré son vertige et dans un effort désespéré pour sauver son couple, Donna accepte de partir pour une dernière randonnée dans le canyon. Cette fois, le couple est seul. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de s'aventurer dans le Grand Canyon, mais elle essayait de sauver son couple, alors elle a accepté de faire une dernière randonnée pour faire plaisir à Robert. Donna essaie de rester positive et le couple part pour une excursion de plusieurs jours dans le Grand Canyon. Elle avait un drôle de pressentiment au sujet de ce dernier voyage. Elle n'avait pas vraiment envie d'y aller, mais elle a tout de même accepté. Bien que Donna Spengler ait le vertige, elle accepte d'affronter sa peur pour sauver son couple. Mais avec Robert Spengler, les problèmes conjugaux peuvent avoir des conséquences fatales. C'est le dimanche de Pâques, le 4e et dernier jour de leur excursion. Le couple se met en route pour Horseshoe Mesa, sur le versant sud du Grand Canyon. Donna Sunling ne reviendra jamais. Juste avant midi, Robert Spengler se rend au bureau des Rangers. Il prétend que sa femme a été victime d'un terrible accident. Robert a raconté aux rangers qu'il était en train d'installer son trépied pour prendre une photo. Il était dos à Donna et quand il s'est retourné, elle n'était plus là. Elle était tombée de la falaise. Les rangers ont trouvé qu'il avait un comportement étrange car lorsqu'il est arrivé pour signaler la chute de sa femme, il a patiemment fait la queue derrière les routards qui attendaient d'obtenir leur permis. Ni une ni deux, les autorités du parc national se rendent au fond du canyon où le corps de Donna gît sans vie. Son corps était très amoché. Elle avait heurté plusieurs obstacles pendant sa chute. Les agents n'ont pas pu relever beaucoup de preuves médico-légales. Spengler déclare aux autorités qu'après la chute de Donna, il est descendu dans le canyon, a nettoyé le visage de sa femme qui était couvert de sang, puis recouvert le corps avec une bâche avant de courir chercher de l'aide. Normalement, sur une scène de crime, il y a des témoins qui ont vu ou entendu quelque chose. Il y a des preuves médico-légales. Mais là, les autorités ont eu du fil à retordre parce qu'il n'y avait rien de tout ça. Sans témoin oculaire, la déclaration de Spengler était la seule piste dont il disposait. Après avoir interrogé Spengler sur son emploi du temps de la journée, les autorités du parc relâchent le mari endeuillé. Au terme de l'enquête, le bureau du shérif classe l'affaire et conclut à une mort accidentelle. Donna Spengler est décédée à l'âge de 58 ans, laissant derrière elle 5 enfants et 5 petits-enfants. La nouvelle de sa mort, aux circonstances mystérieuses, se répand vite grâce aux médias. Tout le monde trouvait que la mort de Donna était un peu étrange. Déjà parce qu'elle n'aurait jamais voulu s'aventurer dans cette partie du canyon. Et puis, l'histoire de la photo ressemble à une mauvaise blague. Quelqu'un se fait photographier dos à une falaise et finit par tomber dans le vide. Bob Spengler a toujours été très sympathique et raisonnable. En apparence, il n'y avait aucune raison de le suspecter. Mais son histoire sonnait faux et beaucoup de gens, dont moi et mon rédacteur en chef, pensaient qu'il l'avait poussée. La tragédie ébranle la communauté et ne manque pas d'éveiller les soupçons. Bob Spengler est relâché par la police, mais ça ne suffit pas à endormir les soupçons ni à faire taire les rumeurs. C'est une petite ville, tout le monde savait. Une amie commune était censée partir en randonnée avec lui dans le Grand Canyon, et tous ses proches l'ont mis en garde en lui disant de ne pas aller là-bas avec ce type.
Robert Spengler fait incinérer la dépouille de Donna avant que sa famille n'arrive dans le Colorado. Lors des obsèques, il prononce un éloge funèbre qu'un ami qualifiera plus tard de bizarre et sans émotion. Les gens ont commencé à s'interroger sérieusement sur le passé de Robert Spengler, parce que ses enfants et 2 de ses épouses étaient décédés dans des circonstances, pour le moins, étranges. Sa première femme assassine ses enfants avant de se donner la mort, et une autre tombe d'une falaise. Robert Spengler se retrouve seul une nouvelle fois. Pour certains, ce brusque retour au célibat est l'œuvre du destin qui s'acharne sur ce pauvre Bob. Pour d'autres, c'est la preuve irréfutable que Spengler n'est pas ce qu'il prétend et qu'il cache un sombre et funeste secret. Il a trouvé le moyen de régler ses problèmes de manière permanente. Robert Spengler reçoit la visite de sa 2e femme, Sharon Cooper. Un an après l'accident du Grand Canyon, Sharon Spengler, sa seconde épouse, traverse une période difficile et décide de se réinstaller chez lui à Durango. Il lui loue une chambre. Un étrange revirement vient s'ajouter à cette histoire déjà pour le moins singulière. Sharon Cooper décide de se réconcilier avec son ex-mari, Robert Spengler. Un choix qui aura des conséquences tragiques et déclenchera une série d'événements qui permettra à la police d'élucider l'affaire du mystérieux veuf et de son défilé macabre de femmes mortes. Une star des ondes locales, Robert Spengler a déjà perdu sa première et sa 3e femme dans des circonstances mystérieuses et brutales. Sa première épouse, Nancy, aurait abattu leurs 2 enfants avant de se donner la mort. Et Spengler prétend que sa 3e femme a fait une chute mortelle dans le Grand Canyon. Mais ces drames sont entourés de mystères, tout comme Robert Spengler lui-même. Le 14 juillet, la seconde femme de Spengler, Sharon Cooper, emménage avec lui après 6 ans de séparation. Après la mort de Donna, la seconde épouse de Robert, Sharon, est venue s'installer avec lui à Durango. Elle traversait une mauvaise passe. Elle venait de rompre avec son petit ami et elle avait des problèmes de santé mentale. Alors elle est venue vivre avec Robert. Spengler et Sharon Cooper donnent une seconde chance à leur couple. Mais l'idylle durera moins de 4 mois. Spengler rentre chez lui et trouve Sharon sans connaissance. À côté d'elle, une lettre de suicide. Spengler conduit Sharon inconsciente aux urgences. Mais il est trop tard. Quelques heures plus tard, Sharon Cooper décède. À un moment donné, elle a repris connaissance et elle a parlé au médecin. Elle leur a dit qu'elle avait pris une dose mortelle d'antidouleur. Les médecins concluent à une overdose et il n'y a pas d'enquête criminelle. Qu'elle soit accidentelle ou préméditée, la mort de Sharon arrange bien Spengler, qui n'a plus à verser de pension alimentaire. Ce n'est pas la première fois qu'il bénéficie d'une coïncidence tragique de ce genre. Robert Spengler nie toute responsabilité dans la mort de Sharon. Nous avons tous différentes théories sur les circonstances de sa mort, mais tout le monde s'accorde sur le fait que Robert avait une grande emprise sur elle à ce moment de sa vie. Quand la famille de Donna Sunling apprend la mort de Sharon, elle contacte immédiatement la police. On leur avait dit que sa première famille avait péri dans un accident et ils savaient que Donna était morte dans le Grand Canyon. Soudain, ils apprennent qu'une autre femme liée à Bob Spengler est décédée à ses côtés. Ils décident de tirer la sonnette d'alarme. Ils contactent la police, les agences gouvernementales et le bureau du shérif d'Arapahoe décide de rouvrir l'enquête de 1978 sur la mort de la première famille de Bob. L'enquêteur Paul Goodman du comté d'Arapahoe se met au travail et réexamine l'affaire des meurtres de Littleton. Voilà plus de 15 ans que la première famille de Robert Spengler a disparu, mais Goodman et son équipe découvrent plusieurs indices qui apportent un éclairage nouveau sur les événements survenus ce matin de décembre. La lettre de suicide était étrange, parce que la plupart des gens n'expliquent pas pourquoi ils se suicident. Là, Nancy donnait une explication complète. La lettre était tapée à la machine et signée d'un N. Bob a dit que c'était normal pour Nancy, car elle souffrait d'un trouble neurologique et la plupart du temps, elle n'était pas capable de tenir un stylo assez longtemps pour écrire. Curieusement,
nous avons trouvé beaucoup de chèques que Nancy avait entièrement remplis à la main et signés de son nom entier. Et si elle n'était pas capable de tenir un stylo assez longtemps pour remplir un chèque, comment aurait-elle pu tenir un revolver assez longtemps pour tirer sur ses 2 enfants, puis sur elle-même? L'angle de l'arme présumée du crime, le revolver de calibre 38 de Spengler, joue un rôle primordial. Il va permettre de déterminer les circonstances de la mort de Nancy Spengler. Cette technique s'appelle un test de proximité. Un coup de feu est tiré à différentes distances de la cible. Et voilà le résultat lorsque l'arme est très près de sa cible. Nous avons testé l'arme à 2 cm, 5, 7, 15 et 20 cm. Comme vous le voyez, plus la distance augmente, moins il y a de dépôts de suie. Nous avons comparé ces données à la plaie d'entrée et nous avons pu déterminer que l'arme se trouvait à 15 cm minimum de la tête de Nancy lorsque le coup de feu a été tiré. Autopsie et aux photographies prises sur la scène de crime. Nous sommes tombés sur une étude réalisée à la même époque, présentant 116 cas de suicide par balle. La plupart du temps, la plaie était située dans la région temporale ou dans la bouche. Et il y en avait quelques-unes à l'arrière du crâne, au niveau du tronc cérébral. Mais on se suicide très rarement en se tirant dans le front. En général, dans les cas de blessures auto-infligées, le coup est tiré à bout portant, c'est-à-dire que le canon de l'arme est en contact direct avec la peau. Il n'est pas courant de voir une personne se tirer dessus en tenant le revolver éloigné. Et lorsque c'est le cas, l'arme est à une distance relativement faible. Mais une blessure auto-infligée à une distance de 15 à 20 cm, c'est extrêmement inhabituel. Goodman a la preuve que Nancy a été assassinée. Ce nouvel élément vient grossir le dossier de Robert Spengler. Pendant ce temps, Goodman travaille en collaboration avec le FBI sur l'affaire Donna Sandling, dont l'accident fatal a eu lieu dans le Grand Canyon, un territoire sous juridiction fédérale. Il s'agit d'une affaire vraiment unique, dans le sens où elle concerne plusieurs agences, plusieurs juridictions et plusieurs États. De nombreuses forces se sont mobilisées pour tenter d'inculper Bob Spengler. Mais individuellement, aucune d'entre elles n'avait assez d'éléments ou de raisons suffisantes pour l'arrêter et faire avancer l'enquête. Nous n'avions pas beaucoup de preuves médico-légales, ni aucun témoignage. Je pense que les enquêteurs ont vite compris qu'à moins d'obtenir des aveux, il serait difficile de prouver que c'était un meurtre. Mais il est peu probable qu'un homme qui clame son innocence depuis 22 ans décide de faire des aveux complets. L'agent fédéral Leonard Jones demande l'aide des spécialistes de la psychologie des criminels du département d'études comportementales du FBI. Pour cette affaire, les analystes comportementaux nous ont tout d'abord recommandé de dresser un portrait approfondi de Robert Spengler, afin de découvrir qui il était et en apprendre le maximum sur sa personnalité. Ce faisant, nous nous sommes vite rendus compte que Bob Spengler était quelqu'un de très charismatique et manipulateur. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait et parvenait toujours à ses fins, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. L'agent Jones travaille en étroite collaboration avec le comité de la police d'État afin de mettre au point une stratégie qui leur permettra d'amener Robert Spengler devant les tribunaux. Les autorités gardent un œil sur Robert Spengler. Il s'est installé à Grand Junction dans le Colorado, à 3 heures de route au sud de Durango. Grand Junction est la plus grande ville du versant ouest du Colorado. Elle compte environ 50 000 habitants, des classes populaires pour la plupart. C'est le genre de ville où tout le monde se connaît. À l'époque où Robert Spengler vivait là-bas, il y avait beaucoup de théâtres communautaires et il faisait partie d'une troupe. Beaucoup de gens le connaissaient grâce à ça. Fidèle à lui-même, Robert Spengler veut occuper le devant de la scène. Il travaille comme acteur au café-théâtre du coin. Pendant une répétition, Spengler éprouve des difficultés à se souvenir de son texte. Il se rend chez un médecin afin de découvrir quel est le problème. Le diagnostic tombe, c'est un cancer. Spengler écrit à sa famille et à ses proches pour leur faire part de son état de santé. Pendant l'enquête, l'un de nos agents a interrogé une femme. Elle l'a recontacté un peu plus tard pour lui dire qu'elle avait reçu un email de Bob disant qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il ne survivrait pas.
Les enquêteurs se lancent dans une course contre la montre. Paul Goodman, Leonard Jones et le procureur Camille Bybles doivent faire vite s'ils veulent obtenir les aveux de Bob Spengler et donc sa condamnation. Les autorités se rendent à Grand Junction. Sans surprise, Spengler s'est marié une nouvelle fois, à Judith Hilty, 53 ans. La police doit faire vite avant que la soi-disant malchance de Robert Spengler avec ses femmes ne fasse une nouvelle victime. Les proches de Robert Spengler connaissent tous un destin tragique. Sa première femme, Nancy, et leurs 2 fils adolescents ont été retrouvés tués par balle. Sa seconde épouse, Sharon, est morte d'une overdose de médicaments. Sa 3e femme, Donna, a fait une chute mortelle dans le Grand Canyon lors d'une randonnée avec Spengler. Les meilleurs enquêteurs unissent leurs forces pour obtenir les aveux du présumé veuf noir. Nous avons pu vérifier que Bob avait une tumeur inopérable. L'équipe d'investigation a donc décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Nous nous sommes rendus à Grand Junction pour l'interroger. Les enquêteurs Leonard Jones et Paul Goodman appellent Spengler chez lui et demandent à l'interroger. Spengler accepte. Nous avons conduit Bob en salle d'interrogatoire pour lui parler. Ça a duré plusieurs heures. Il nous a révélé certaines choses à demi-mot, mais ça ne constituait pas des aveux à proprement parler. Nous avons essayé de le convaincre de parler en lui demandant s'il n'avait pas besoin de soulager sa conscience, mais en vain. À la fin de l'interrogatoire, on lui a dit « Bob, on aimerait beaucoup vous reparler ». Il a répondu « Ça, je m'en doute ». Le lendemain matin, nous avons reçu un appel de Bob Spengler. Il voulait nous parler. Cette fois-ci, Jones et Goodman mettent en application certaines techniques apprises par les spécialistes du département d'études comportementales. D'après son profil psychologique, Spengler est un manipulateur narcissique à l'ego surdimensionné qui adore être le centre de l'attention. On a pu se servir de ces informations contre lui, en lui disant qu'il était très important pour nous, que nous pourrions l'étudier et apprendre de lui. On lui a raconté que les analystes comportementaux voulaient faire des recherches sur lui, que j'étais un jeune agent du FBI et que j'avais déjà travaillé sur des cas d'homicide, mais que je n'étais jamais tombé sur quelqu'un d'aussi prolifique que lui. Je lui ai dit que s'il acceptait de parler des meurtres, je pourrais beaucoup apprendre. Et il a totalement marché. Les agents ont une autre technique. Ils transforment en véritable décor les locaux de la police afin d'exagérer l'importance de l'enquête. On a arrangé le bureau de façon à ce qu'on ait l'impression que l'affaire mobilisait toute une unité spéciale. Sur le tableau, il y avait un papier « Spengler, unité spéciale ». Plusieurs personnes étaient au téléphone, sur les ordinateurs. Bob n'arrêtait pas de regarder autour de lui. Il était très intéressé par ce qui se passait dans la pièce. Il avait l'air impressionné d'être l'objet de tant d'attention. Ça faisait partie de la stratégie mise au point par le bureau d'études comportementales du FBI. Et ça s'est révélé très efficace. Les enquêteurs Goodman et Jones interrogent Spengler pour la 2e journée consécutive. Dans une autre pièce, le procureur Camille Bybles observe la scène sur vidéo. La stratégie des analystes comportementaux s'avère payante. Je lui explique qu'il est très précieux pour nous, que nous pourrions apprendre beaucoup de lui, que les analystes comportementaux veulent l'étudier afin d'en connaître davantage sur les tueurs en série. Mais pour cela, il doit nous prouver qu'il est bien un tueur en série. Je l'accuse d'avoir tué 3 de ses femmes et ses 2 enfants sur une période de 22 ans. Quand je lui dis qu'il est coupable de 5 meurtres, il me jette un regard glacial et me dit « Vous me surestimez, il n'y en a eu que 4. » Après 4 heures d'interrogatoire, 22 ans après son premier crime, l'ego surdimensionné de Spengler finit par avoir raison de lui. Il avoue le meurtre de sa femme Nancy Spengler et de leurs 2 enfants, David et Suzanne. Avec une précision à glacer le sang, le psychopathe raconte impassible comment il a minutieusement planifié le massacre de sa propre famille. Bob nous a expliqué que ce matin-là, il avait déjà prévu de tuer Nancy depuis un moment. Un peu plus tôt, il lui avait demandé d'inscrire la lettre N en bas d'une feuille vierge.
Il lui a dit qu'il avait une surprise pour elle. Il lui a demandé de le suivre au sous-sol, de s'asseoir à la table et de fermer les yeux. Quand elle a fermé les yeux, il a attrapé le revolver qu'il avait caché un peu plus tôt. Et il lui a tiré une balle dans la tête. Ensuite, Robert monte à l'étage persuadé que ses enfants sont encore endormis. Puis il exécute la suite de son plan. Il abat sa fille, Suzanne, et traverse le couloir pour tuer David. Apparemment, David avait entendu une des détonations et était assis sur son lit. Robert tire une balle sur David qui tombe à la renverse, mais il est toujours en vie. Robert s'est dit que s'il voulait faire croire que c'était Nancy qui avait tué son fils, il ne devait pas tirer plus d'une balle. Il s'est donc approché de lui et l'a étouffé avec un coussin qui était par terre. Quand la police a demandé à Spengler pourquoi, il leur a dit que c'était sans doute par égoïsme, que c'était plus facile pour lui de tuer Nancy que de divorcer, et que sa nouvelle copine n'aimait pas les enfants. Pour lui, c'était la solution la plus facile. Espérant obtenir des aveux complets, Goodman et Jones font pression sur Spengler au sujet de la mort de Donna Sandling en 1993. Bob Spengler est catégorique. Il ne parlera pas du meurtre du Grand Canyon. Les enfants de Donna sont adultes et il a très peur qu'ils ne s'en prennent assez bien s'il avoue son meurtre. On a poursuivi le dialogue en utilisant différentes techniques. Il avait envie d'être connu comme tueur en série. Alors nous lui avons dit que s'il avait seulement tué sa première famille, c'en était pas un. Il a fini par avouer le meurtre de Donna. Grâce aux médias, les aveux de ce tueur sans pitié font bientôt le tour du Colorado, depuis Littleton jusqu'à Durango, en passant par Grand Junction. Les aveux de Robert Spengler ont vraiment ébranlé les habitants de Grand Junction. Les gens n'ont parlé que de ça pendant des mois. Beaucoup de ceux qui le connaissaient étaient persuadés que c'était quelqu'un de bien, qui ne pouvait pas avoir fait une chose pareille. Robert Spengler est arrêté et placé en détention. Avec des aveux complets, la présence d'un jury populaire est inutile. Robert Spengler plaide coupable pour le meurtre avec préméditation de Donna. Conformément à l'accusation, il a aussi admis qu'il avait assassiné Nancy et leurs 2 enfants au Colorado. Nous avons voulu ajouter ça à l'accusation pour que la famille de Nancy puisse enfin tourner la page. Pour de nombreux journalistes venus couvrir l'affaire, ce procès est l'occasion de voir ce charismatique psychopathe en chair et en os pour la première fois. Le tribunal était bondé. Certains membres des familles des victimes étaient présents, ainsi que sa 4e épouse. Elle était entourée d'amis. Ils agissaient un peu comme des gardes du corps. Quand Spengler est arrivé, on aurait dit qu'il était en représentation. Il souriait, il faisait des clins d'œil à sa 4e femme. Il avait l'air impassible, imperturbable. Et il n'a pas regardé les familles des victimes une seule fois. Robert Spengler est condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. 9 mois après sa condamnation, Robert Spengler décède en prison. Mais les familles et les amis des victimes seront à jamais hantés par les meurtres perpétrés par Spengler. Cette série de meurtres est la plus scandaleuse et la plus impitoyable que j'ai jamais couverte. Il a massacré sa femme et ses enfants, et pendant 22 ans, il a laissé croire à la famille de Nancy que leur fille, leur sœur, avait été capable de telles atrocités, qu'elle avait assassiné ses propres enfants. Pendant tout ce temps, ces personnes ont vécu l'enfer et ça n'a pas semblé le déranger. Et pousser cette 3e femme d'une falaise, l'emmener en randonnée en lui faisant croire que ça allait leur permettre de se réconcilier, c'est de la cruauté pure et simple.